Ça fait vraiment, vraiment plaisir d'avoir du monde ici dans la salle. Donc, sans plus tarder, je laisse à ma collègue, notre co-chercheur Daniel Bélanger, dire quelques mots pour la conférence avant de présenter notre conférencière. Donc, bonne suite à tous. Moi, je reste ici, je m'en vais dans le fond. Merci. Merci Jean-François. Donc, bienvenue tout le monde. On est tellement contents de faire quelque chose en personne. Je suis très contente d'accueillir Béatrice. Donc, je suis Danielle Bélanger, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les dynamiques migratoires mondiales et co-chercheur au CELAT, professeur au département de géographie. Et donc, Béatrice m'a contactée récemment. Elle était en postdoc à McGill. On a des atomes crochus. On s'intéresse à l'Asie toutes les deux. Donc, quand j'ai vu ses travaux, j'ai trouvé ça tellement original, innovant. J'ai dit, il faut absolument qu'on l'invite. Donc, je vais laisser Célia la présenter. On va tous passer, en fait. Non, mais j'ai fait mes devoirs, en fait. Je vais vous la présenter vraiment correctement pour que vous sachiez quel est déjà son petit gré à son si jeune âge, en fait. Donc, Béatrice est chercheuse postdoctorale à l'Université McGill au département d'études Est-asiatiques depuis 2021. Elle s'intéresse actuellement aux transformations du capitalisme et de la mondialisation à travers l'étude des cas dits entrepreneurs migrants sur les routes commerciales transnationales qui relient Taïwan, la Chine et Singapour. Tout un projet. Ce stage postdoctoral en fait fait suite à un précédent qu'elle a fait à l'European Research Center on Contemporary Taiwan à l'université de Tübingen en Allemagne, et où elle est toujours associée à ce centre-là. Au centre, elle est également membre du bureau de l'Association européenne des études taïwanaises, du réseau Migration de l'Association française de sociologie et du laboratoire de recherche Triangle à l'université Lyon 2, université où elle a soutenu sa thèse de doctorat en 2019. Sa thèse de doctorat, et d'ailleurs, elle va nous en parler puisque le livre qu'elle nous présente aujourd'hui, ici présent, est issu de cette thèse de doctorat. Sa thèse de doctorat, en fait, est une contribution à la sociologie économique, à la sociologie des migrations et de la globalisation. Elle a fait une étude ethnographique multisituée en Chine et à Taïwan, avec plus de 180 entretiens biographiques, et elle a suivi la biographie de ce fameux soutien-gorge orange et fluorescent dont elle va nous parler aujourd'hui. Tout ça pour explorer, en fait, les mobilités de ces productrices, les jeunes femmes peu qualifiées, qui migrent des campagnes aux villes en Chine pour travailler dans les usines locales. Elle a reçu pour sa thèse un prix, le prix de l'Université Lyon 2, une des meilleures thèses de l'Université Lyon 2. Elle a également reçu le prix de la mobilité du forum, le forum Mobile Lives, que je connais très bien. Je suis là-dessus aussi. Et elle a publié déjà énormément. Elle a notamment reçu un prix également de jeune auteur de la sociologie du travail pour son article. Elle aime bien les titres assez provocateurs. Pâtes de poulet, colis cachés, entrepreneuse connectée, migration et entrepreneuriat digital entre Chine et Taïwan. Chercheure en migration, elle vient d'Italie, elle est passée par la France, la Chine, Taïwan, l'Allemagne, et la voici au Canada, où nous sommes ravis de l'accueillir aujourd'hui pour cette belle collaboration entre la chaire de recherche de Danielle Bélanger et le CELAT. Donc, Béatrice, la scène est à toi. Merci beaucoup. Je suis vraiment très contente d'être ici. Je peux? Ah oui! Ah, la joie! Je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Ça me fait vraiment énormément plaisir d'être en présentiel, de pouvoir vous rencontrer et de pouvoir présenter mes recherches précédentes qui sont quand même un peu liées à ce que je fais maintenant et notamment ce petit bouquin qui vient de sortir, faisons la pub. Donc, je voudrais commencer en vous racontant une histoire. Qui est l'histoire de ce soutien-gorge orange fluorescent que vous voyez ici, que j'ai vu pour la première fois en 2015, quand je me trouvais à Taïwan. C'était l'été, il faisait très chaud, c'était très humide, j'étais mort de chaud, j'étais dans la périphérie de la ville et j'ai cherché un endroit pour souffler un peu avec la clim notamment. Et en marchant, j'ai vu un magasin de lingerie avec ce genre d'objets, des culottes colorées, des soutiens-gorge
affichée dans la vitrine et donc je suis rentrée. Et quand je suis arrivée dans ce magasin de lingerie, j'étais plutôt surprise parce qu'il n'y avait personne, c'était complètement vide, c'était un bazar pas possible. Il y avait des soutiens-gorge par terre, il y avait des culottes, il y avait aussi des pâtes de poulet, il y avait des épices, il y avait du lait en poudre. J'étais vraiment en confusion complète parce que je ne comprenais pas où j'étais. Je commence à me balader un peu dedans et puis j'entends quelqu'un derrière, dans l'arrière-boutique, qui parle avec un très fort accent du Sichuan. Le Sichuan est cette province en Chine de l'intérieur où les gens ont effectivement un petit accent un peu plus fort que normalement, notamment bien plus fort que l'accent des Taïwanais qui, en chinois, en mandarin, est très plat. Et donc, il y a cette femme qui sort de l'arrière-boutique, qui parlait à son téléphone. Elle envoyait des messages vocaux, en parlant en sichuanais. Et je me suis dit, mais c'est qui? Qu'est-ce qu'elle fait ici, une Chinoise? Je n'avais pas rencontré de Chinoise, ça faisait 2-3 semaines que j'étais à Taïwan. Et c'était donc Fudine, la femme qui m'a offert ce soutien-gorge. Donc, on commence à discuter un peu. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais ici? Elle me raconte qu'elle vient de Chine, qu'elle est une entrepreneuse, qu'elle vend de la lingerie, qu'elle vend plein de choses et qu'elle est arrivée à Taïwan il y a quelques années avant, parce qu'elle a épousé un Taïwanais. Elle a épousé un Taïwanais, elle me raconte que elle n'aime pas Taïwan, elle n'était pas du tout contente. Quand elle est arrivée à Taïwan, les gens n'étaient pas sympas avec elle, elle s'est retrouvée à la maison, elle faisait le ménage, elle avait des assiettes. Il y avait son beau-parent qui était tout le temps malade, il fallait lui donner un bain tous les matins, elle devait cuisiner, elle n'était pas du tout contente. Elle avait du mal à trouver un travail, alors qu'en Chine, elle avait toujours travaillé. Elle s'était déplacée du Sichuan vers les grandes villes côtières de Shenzhen ou de Canton, dans la province du Guangdong, où il y a beaucoup de travail, notamment pour les gens qui viennent des campagnes, qui peuvent travailler dans les usines notamment. Et donc, elle était très surprise et pas contente de ne pas pouvoir travailler à Taïwan. Et elle me disait qu'elle avait énormément souffert en arrivant à Taïwan, qu'elle était très déçue, qu'elle était frustrée, qu'elle était triste, que la Chine lui manquait, qu'elle avait des hautes attentes vis-à-vis de cette île qui avait quelque peu disparu une fois qu'elle était arrivée sur place. Et pourtant, en discutant avec elle, elle avait l'air plutôt heureux, plutôt content. Et elle m'a dit que effectivement, dès qu'elle avait commencé à vendre des soutiens-gorge et des culottes, les choses allaient beaucoup mieux, qu'elle se sentait beaucoup mieux, qu'elle avait retrouvé de l'enthousiasme, de la détermination, de la motivation et qu'effectivement, Taïwan n'était plus un endroit si hostile et qu'elle commençait à prendre effectivement sa place à Taipei où elle habitait, où elle avait ouvert son magasin de soutien-gorge. Donc, elle avait un discours extrêmement émotionnel, émotif. Elle utilisait vraiment plein de sentiments pour décrire ce qu'elle était en train de me raconter, pour décrire les situations qu'elle avait vécues en Chine, à Taïwan, chez elle, en faisant du business. J'étais très, très intéressée par les répertoires d'émotions positives et négatives qu'elle était en train de me présenter. Et puis, elle me raconte que je lui demande avec qui elle était en train de parler avec son téléphone et elle me dit qu'effectivement, la plupart de son business se passe en ligne, qu'il n'y a pas beaucoup de clients dans son magasin parce que toutes les transactions, les ventes, les achats, les négociations se font à travers cette application digitale qui s'appelle WeChat, Weixin en chinois, qui est une application que nous, on ne connaît pas trop. On a WhatsApp, on a Facebook ici, on a TikTok, des choses que je n'ai toujours pas apprises. Mais on n'a pas ce WeChat, qui est effectivement une plateforme qui fonctionne en Chine, chinoise, une des seules autorisées par le gouvernement, parce qu'il y a énormément de censure en Chine par rapport à beaucoup d'applications en ligne étrangères. Et que voilà, elle utilisait cette application pour faire du business. J'étais en confusion totale. En même temps, j'étais extrêmement, extrêmement fascinée parce qu'elle m'avait raconté. Et c'est en fait un peu en partant de ce moment-là, de ce soutien-gorge, de cette femme Fudine, des choses qu'elle m'avait racontées, que je commençais à m'interroger, mais comment ça se fait qu'il y a des Chinoises à Taïwan? D'où est-ce qu'elles viennent? Comment est-ce qu'elles sont arrivées à Taïwan?
et puis comment est-ce que ces objets particuliers, le soutien-gorge, les culottes, le lait en poudre, tous ces objets à faible valeur apparemment que j'avais vus par terre et qu'elle commercialisait, étaient arrivés à Taïwan. Elle m'avait expliqué qu'effectivement, quand elle travaillait dans les usines en Chine, elle fabriquait des soutiens-gorge, elle fabriquait des produits textiles. Donc, j'étais extrêmement curieuse. Et puis, bien évidemment, j'étais extrêmement curieuse et fascinée par le fait qu'elle utilise WeChat et des applications digitales pour produire son commerce et pour vendre tous ces produits quelque peu insolites et qui, à première vue, ne valaient pas forcément la peine d'être achetés pour moi, pour une occidentale, pour une étrangère, mais probablement même pour un Taïwanais lambda. Et c'est justement, ce sont justement ceux-ci, ce que je viens de vous présenter, un peu les questionnements que je soulève avec vous aujourd'hui, auxquels je vais chercher de répondre, notamment en plaçant ma focale, mon intérêt sur le rôle des émotions, comme celle que je vous ai présentée tout à l'heure, dans la production de ce commerce digital, de ces expériences migratoires et de la vie de cette Foodine, de ce soutien-gorge et des autres femmes que j'ai pu rencontrer en Chine et à Taïwan. Les histoires de migration et d'entrepreneuriat ne sont pas tout à fait nouvelles. Ça fait des années que les chercheurs en Europe, en Amérique du Nord et même en Asie s'intéressent aux liens entre entrepreneuriat des migrants et difficultés d'accès au marché du travail, notamment dans les sociétés d'accueil, le lien entre entrepreneuriat et plus globalement les difficultés que les migrants et les migrantes peuvent rencontrer en prenant leur place dans leur société arrivée. Cependant, tout ce qui est digitalisation de l'entrepreneuriat, digitalisation du commerce, digitalisation de ce business produit par les migrants reste encore assez inexploré. Ce sont des pistes de recherche, effectivement, qui n'ont pas été développées énormément jusqu'à présent, notamment parce que les questions de digitalisation du travail et disons des relations professionnelles généralement en sociologie économique et en sociologie du travail ont été abordées de manière plutôt récente. Alors que voilà, l'entrepreneuriat, notamment l'entrepreneuriat développé par les migrants, est un sujet de recherche qui prend sa place et qui émerge petit à petit. Par contre, les questions qui concernent plus globalement la migration et l'usage des technologies digitales, les fameux migrants connectés, sont des questions qui restent pionnières parce qu'elles n'ont pas été explorées énormément jusqu'à présent, mais on a déjà quelques travaux. On a Dana Diminescu, par exemple, en France, en 2008, qui a forgé l'expression de migrants connectés pour effectivement décrire et analyser tout un tas de pratiques que les migrantes et les migrants, dans des contextes différents, dans des situations différentes, dans des moments biographiques, professionnels différents, développent à travers les applications digitales. Et c'est un peu à partir des travaux sur le lien entre migration et mondes digitaux et entrepreneuriat que ma recherche a pu prendre forme. Cependant, j'ai intégré, comme je vous le disais tout à l'heure, un dernier élément qui est le lien entre migration, émotion et mondes digitaux dans la production de socialité, des expériences migratoires et notamment d'entrepreneuriat. Et là aussi, il y a une littérature assez récente qui a été développée notamment par Eva Illouz, qui est une sociologue israélienne qui est entre la France et l'Israël, qui a montré le lien justement entre émotion et action économique. Donc, comment l'action économique, les processus de production et de commercialisation et d'achat sont soutenus et à la fois génèrent des répertoires d'émotions positives et négatives. Elle a notamment publié ce bouquin en 2006, Le capitalisme émotionnel, sur le lien entre migration et émotion. Donc, c'est un peu ça, mon cas théorique. Migration, émotion et mondes digitaux dans la production des expériences migratoires, dans des espaces et des temporalités différentes, avec une focale sur l'entrepreneuriat comme stratégie que ces femmes migrantes développent pour prendre une place dans des sociétés d'accueil qui pourraient être discriminantes ou disqualifiantes.
Cette enquête a été une enquête quelque peu sans fin. À un moment donné, j'ai dû l'arrêter. Je pense que j'aurais pu continuer pendant des années et des années. Je vous ai raconté, ça a commencé complètement par hasard à Taïwan. Et à partir d'un petit séjour à Taïwan en 2015, j'ai pu construire mon objet de recherche et ma méthodologie. Ma méthodologie qui a été multisituée et qui a été quelque peu fondée sur une ethnographie itinérante, comme je l'ai appelée. J'ai suivi les parcours des femmes, mais j'ai suivi les parcours de femmes de manière insolite. Je ne suis pas partie de la Chine. Je suis partie de ce que j'avais pu constater empiriquement à Taïwan et je suis ensuite retournée en Chine, dans les villages d'où ces femmes venaient, dans la province de l'Anhui, notamment du Guangdong et partiellement du Sichuan aussi. J'ai été chez Fujin et chez d'autres femmes pour fêter le Nouvel An avec leur famille dans leurs villages ruraux d'origine. Mais ensuite, j'ai suivi ces femmes pendant leurs expériences de migration et de travail des campagnes vers les grandes villes. Et j'ai travaillé en tant que quality manager dans des usines textiles et électroniques, notamment taïwanaises, pour pouvoir effectivement réaliser une ethnographie du travail et observer de près au quotidien les conditions de vie et de travail de ces femmes et plus globalement des travailleurs migrants chinois voilà, sur leur lieu de travail. Et puis, des villes chinoises, j'ai resuivi les femmes pendant leurs expériences de rémigration que, comme je vous le disais tout à l'heure, se fait par le biais du mariage. Je vais vous expliquer tout cela qui est un peu compliqué. Je les ai resuivies à Taïwan et j'ai passé à peu près 10 mois entre Taipei, Hsinchu, Hukou, Taoyuan, Hubei, Judong, qui sont des villes plus ou moins grandes, plus ou moins urbanisées dans la partie nord de Taïwan. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de l'ethnographie, j'ai vécu avec ces femmes, j'ai babysité leurs enfants, je les ai aidées dans leur pratique d'entrepreneuriat, dans les petits commerces de rue où elles travaillaient. J'ai donné des cours d'anglais au 2e étage du magasin de soutien-gorge de Fujin pendant des mois et des mois pour pouvoir rencontrer plus de femmes qui arrivaient tous les mardis soirs pour apprendre l'anglais. Alors, probablement, je suis une très mauvaise enseignante, elles n'ont rien appris, mais par contre, dans cet espace, on a pu construire quelque peu un lieu d'affect, d'intimité où ces femmes se retrouvaient et prenaient de la distance par rapport à leur quotidien. Donc là aussi, il y avait ma participation et ma contribution dans la co-construction de l'espace et des pratiques que ces femmes développaient elles-mêmes et développaient avec moi. Qu'est-ce que je fais encore? J'ai suivi les cours de danse des minorités ethniques organisés par certaines de ces migrantes. Et j'ai réalisé à peu près 110-111 entretiens biographiques avec donc des jeunes femmes chinoises qui s'étaient installées à Taïwan, jeunes, je vais dire entre 18 et 35-36 ans à peu près. Voilà, qui s'étaient installées à Taïwan après le mariage. Et puis, c'est passé plein de choses parce que les mobilités sont complexes, les parcours migratoires sont de plus en plus bifurqués, prennent des routes différentes, retracent des parcours pré-tracés, ils en identifient d'autres. Il y a certaines femmes qui divorcent après quelques années passées à Taïwan et qui rémigrent éventuellement vers la Chine, vers leur village d'origine, mais aussi vers les villes où elles avaient habité auparavant, en laissant leurs enfants et leurs amis, leurs amitiés, leurs affects à Taïwan et en développant quelque peu des existences entre les deux rives. Donc, j'ai aidé une de ces migrantes qui s'appelle Xiao Mei à divorcer. Elle avait besoin d'une tierce partie pour signer ses papiers de divorce. Et je l'ai ensuite retrouvée en 2018 à Shenzhen, où elle habitait, où elle s'était partiellement et temporairement réinstallée après le divorce. Donc, j'ai suivi aussi 30 femmes chinoises qui avaient un parcours migratoire sur 3 étapes, des campagnes aux villes en Chine, des villes chinoises à Taïwan et
une troisième étape de remigration, pas forcément de migration de retour, mais de remigration, parce qu'elle n'est pas complète, elle est imparfaite, elle est temporaire, vers voilà, la Chine. Et je les ai resuivies dans les villes où elles s'étaient installées, où elles redéveloppaient de l'entrepreneuriat, mais je les ai suivies aussi avec leurs expériences de mobilité permanente, ce qu'on dit en chinois « pao lai pao chu ». Bouger en avant et en arrière, hein, back and forth, entre la Chine et Taïwan. Et puis, la dernière chose que j'ai réalisée en m'intéressant notamment aux pratiques de socialité, d'interaction, de solidarité et de commerce et d'entrepreneuriat en ligne, j'ai développé une ethnographie virtuelle au sein des groupes WeChat, donc cette application que je vous ai présentée auparavant, où ces femmes se retrouvent et développent des transactions en ligne. Et j'ai intégré, grâce aux femmes que j'ai pu rencontrer, une douzaine de groupes en participant moi-même à quelques pratiques de commerce, en achetant des pâtes de poulet que j'offrais aux autres parce que c'est pas très bonne, j'en mangeais pas. Et voilà, et cela m'a permis aussi de mieux comprendre la manière dont elles développaient leur commerce et leur business en ligne. Il y a juste un dernier point que j'aimerais évoquer concernant ma méthodologie. Je vous ai parlé de mon intérêt, de la place que les émotions ont pris dans cette recherche et dans la construction des parcours migratoires, des expériences de travail, des expériences d'entrepreneuriat et dans la construction de l'objet en soi. J'ai adopté une posture qui était loin d'être neutre. L'ethnographe est imparfait, on le sait, en m'inspirant des travaux de Jeanne Favrette-Sada, l'anthropologue, où j'ai été quelque peu affectée par les affects. Partiellement, dans mes analyses et dans mes descriptions, on voit comment les émotions que moi aussi je produisais ou que je coproduisais avec ces femmes contribuaient à la production de ma connaissance et de ma compréhension sociologique. Et donc, j'ai utilisé les émotions aussi, non seulement comme un moyen pour construire de la proximité avec ces femmes dans différents endroits, pour me faire accepter, mais aussi comme un moyen d'enquête sociologique en soi pour accéder à des mondes avec lesquels je n'étais pas forcément familière ou je pouvais être un peu maladroite. Et j'ai justement utilisé les émotions ensuite pour développer mon analyse et ma compréhension voilà, des phénomènes sociaux que j'observais. J'étais une amie, j'étais une confiante, j'étais sans doute une auditrice attentive, j'étais une sœur, une DMA pour ces femmes. Je me souviens que dans la campagne de la province de l'Anhui, le père d'une des femmes chez lesquelles je vivais, encore une fois en fêtant le Nouvel An, m'a dit Xiao Bei, parce que c'est mon nom chinois, Bei-Aichi, j'ai un peu honte, mais c'est comme ça, t'es la troisième fille de notre famille. À ce moment-là, je me suis rendu compte qu'en fait, toutes les barrières entre chercheuses et objet de la recherche, femme objet de la recherche, entre professionnel et amical, entre neutralité sociologique et voilà, implication concrète, étaient cassées, elles n'existaient plus et c'était très bien comme ça. Et c'était pour moi, au moins, le seul moyen d'accéder à ces terrains et de construire mon objet tel que je l'ai compris. Voilà, là j'ai des photos, hein. Alors vous pouvez voir la lingerie désordonnée par terre, vous pouvez voir les cours d'anglais qu'on donnait au deuxième étage et vous pouvez voir aussi une petite fête que les femmes avaient organisée quand cette Xiao Mei, donc ça c'est un pseudonyme, hein, et moi sommes rentrés de Chine à Taïwan en 2018 pour nous retrouver. Elles avaient organisé un petit banquet dans le magasin de soutien-gorge de lingerie où on avait l'habitude de donner les cours d'anglais. En suivant la biographie donc, de cet objet, la vie sociale de cet objet, en m'appuyant aussi sur une certaine anthropologie qui conçoit les objets comme des artefacts, des produits, des commodities qui sont socialement et émotionnellement construits et qui peuvent avoir une vie sociale, une biographie qui nous en dit beaucoup sur les expériences des personnes, des individus, des sujets, des acteurs en fait qui les fabriquent et en l'espèce les mettent en route.
j'ai suivi les expériences des femmes. Donc, un soutien-gorge qui est conçu, qui émerge dans la vie, qui est né dans les campagnes chinoises d'où ces femmes viennent avant d'être produit autour de la chaîne de montage d'une usine textile en Chine. On est dans les campagnes chinoises, on est dans une Chine qui veut se moderniser, qui veut se développer, mais qui n'est pas encore arrivée, ou au moins qui n'était pas arrivée en 2016, en 2017, quand je faisais mes terrains. Nous sommes dans un contexte où les femmes ont du mal encore à accéder à l'éducation dans les campagnes chinoises où elles migrent vers les villes, non seulement et non plus, à différence de leurs parents ou des générations précédentes, pour gagner de l'argent, mais notamment dans un but, disons, d'émancipation, d'accès à la modernité, d'accès au consommérisme, d'accès à la ville. Migrer en ville signifie pouvoir devenir un sujet moderne. Et qu'est-ce qu'il y a de plus moderne? Qu'est-ce qu'il y a de plus fancy? Qu'est-ce qu'il y a de plus sexy dans l'imaginaire d'une jeune qui a 12, 13 ans avant de migrer dans un espace inconnu qu'un soutien-gorge orange et fluorescent, emblème de cette modernité rêvée, peut-être inaccessible. À l'époque, avant la migration, elles ne le savent pas. Les flux migratoires se sont construits en Chine depuis l'ouverture et la réforme. Des millions de travailleurs migrants ont quitté les campagnes pour aller travailler dans les villes et dans les usines urbaines. Cependant, je vous le répète, pour ces jeunes femmes de troisième génération des travailleurs migrants, il ne s'agit plus seulement d'une question d'ascension économique. C'est vraiment de l'ascension sociale et c'est vraiment le désir d'accéder à la modernité. Consommer la ville pour pouvoir consommer tout ce qui est moderne. Elles se déplacent dans les villes et leurs rêves, leurs espoirs sont quelque peu déçus. Elles se retrouvent employées dans des usines textiles, électroniques, où elles travaillent 12, 13, 14, 15, 16, 17 heures autour de chaînes de montage dans des conditions de travail extrêmement dures et extrêmement précaires avec des salaires qui ne sont pas conséquents. Elles produisent un soutien-gorge, elles le fabriquent avec du plastique, du silicone, mais elles ne peuvent pas se le permettre. Elles produisent un objet qui incarne ce qu'elles veulent devenir et qui pourtant ne peuvent pas devenir. Et c'est plus que du fétichisme de la marchandise, en fait. C'est à travers ce soutien-gorge qu'elles rémigreront à Taïwan. Elles se retrouvent dans des villes qui sont globales, où il y a des entrepreneurs étrangers, des managers, des entreprises multinationales qui viennent d'Occident, mais qui viennent aussi de Corée, de Hong Kong et notamment de Taïwan qui se sont implantées. Elles se retrouvent dans des usines type Foxconn où elles ont la chance de rentrer en contact de manière quelque peu transnationale dans ces villes globales avec des managers et disons des travailleurs hautement qualifiés taïwanais qui se retrouvent sur place en Chine pour travailler dans ces usines aussi. Et c'est là que les rencontres se font. Le mariage est quelque peu la condition sine qua non, est la condition légale pour les femmes chinoises pour pouvoir accéder légalement au territoire taïwanais et s'y installer. Il y a des relations politiques assez antagonistes et assez complexes entre la Chine continentale et Taïwan qui font de sorte que voilà, ces femmes aient besoin du mariage pour pouvoir s'installer légalement sur le territoire. Et donc, des mariages transnationaux prennent place en Chine. Par moments, il s'agit d'un acte de transgression. Ces femmes refusent, quand l'horloge biologique sonne, de rentrer à la campagne en poursuivant le rêve d'un mariage arrangé par leurs parents. Et elles épousent, dans certains cas des Taïwanais, en tant qu'acte de transgression, toujours pour accéder à cette modernité dont elles rêvent depuis longtemps et qu'elles n'ont pas pu acquérir dans la ville chinoise. Des mariages transnationaux se prennent place, ces femmes s'installent à Taïwan, mais vous le comprenez bien, dans la mesure où le mariage est la condition nécessaire pour s'installer sur une île, on est dans un contexte, on est dans un régime migratoire qui est quelque peu contraignant et discriminatoire, notamment parce que des femmes qui viennent d'autres parties du monde, d'Asie du Sud-Est, notamment qui se déplacent à Taïwan pour travailler, des Philippines, du Cambodge, d'Indonésie, de Vietnam également, ne font pas face à cette nécessité du mariage pour s'installer dans les territoires.
Donc, ces femmes, forcément, ah non, voilà, j'avais même des photos, pardon. Ça, ce sont des photos des campagnes chinoises que je voulais vous montrer. J'ai complètement oublié d'où ces femmes viennent. Donc, vous voyez des campagnes qui se trouvent dans des conditions encore précaires. Il y a énormément de personnes âgées qui n'ont pas bougé dans les villes et qui sont restées sur place, alors que les jeunes et les jeunes générations sont partis ailleurs. Ça, ce sont les endroits que ces femmes désirent quitter quand elles partent vers les villes. Ça, ce sont deux photos d'usines dans la ville de Zhongshan, dans la province du Guangdong. Celle-ci est une usine textile et le panneau est assez intéressant parce qu'il nous dit très rapidement « Timian Lao Dong Zhong Zhuang San Huo Pai Le Gong Zuo ». Ça signifie honneur dans le travail, respect dans la vie et joie, honneur de la force de la main-d'œuvre, de la force de travail, respect de la vie et joie au travail. Cela nous met bien dans le mood du travail industriel autour de la chaîne de montage. Et là, vous le voyez, hein, ce sont les dortoirs où ces jeunes femmes se retrouvent vivre des chambres avec des lits superposés, hein, avec 6, 8 personnes. L'eau chaude est en option. Ils font de l'exercice le matin parce qu'une structure industrielle quelque peu paternaliste propose aux ouvriers de cultiver leur corps et leurs esprits à 6h20 du matin avant d'attaquer autour de la chaîne de montage à 7h. Mais il faut faire du sport. Et les voilà, donc les dagomés, les petites mains de l'usine du monde autour de la chaîne de montage. Photo que je n'étais pas autorisée à prendre, donc j'ai dû prendre avec beaucoup de distance. Elle est pas très belle, mais elle est comme ça. Et donc, ça vous donne aussi l'image voilà, de la chaîne de montage. Là, ce n'est pas une chaîne de montage, là, c'est vraiment de la confection de textile industriel. Mais voilà, elle porte la blouse. Il y avait des femmes qui perdaient des cheveux, qui me racontait que voilà, à cause de la pression au travail, elle perdait les cheveux, qu'elle se sentait comme des non-bouddhistes et que voilà, elle portait la blouse toute la journée. Et pareil, elles associaient les vêtements et les vêtements forcés la tenue qu'elle devait avoir dans l'usine à ce clash avec le désir de soutien-gorge fancy et vernis à ongles et sac à la mode qu'elle ne pouvait pas se permettre, déjà parce qu'elle ne gagnait pas assez d'argent. L'argent qu'elle gagnait, elle devait le renvoyer vers les campagnes en tant que remittances pour leurs parents. Et puis parce qu'elles n'avaient pas le temps. Quand on travaille tout le temps et on a un jour de repos par semaine, c'est dur d'aller faire du lèche-vitrine et du shopping. Donc voilà, j'avais oublié le petit côté photo. On arrive à Taïwan dans le contexte de ce régime migratoire quelque peu contraignant et sans doute genré. Dans le cas de ce régime migratoire restrictif, les femmes arrivent à Taïwan et leurs ambitions, leurs rêves et leur enthousiasme pour la migration comme voilà, accès à cette modernité et à ce consommérisme toujours rêvé et inaccessible en Chine clash quelque peu avec la réalité de la vie à Taïwan. Une réalité de la vie à Taïwan qui tout d'abord interdit aux femmes pendant les 2 premières années de leur séjour sur le territoire de travailler. Le permis de travail pouvait être obtenu au moins jusqu'à la révision de la loi de 2009 en fait en vigueur. Après 2 ans de résidence sur le territoire, mais 2 ans n'étaient pas vraiment 2 ans parce que les femmes arrivaient, elles devaient rester 6 mois et puis elles devaient ressortir du territoire pendant 48 heures pour ensuite re-rentrer. Enfin, on est au Canada, vous connaissez un peu les pratiques de mobilité compliquées. Donc, difficulté, restriction et interdiction de travailler pendant un petit moment. Et puis, vous comprenez bien que dans la mesure où je suis une Chinoise, j'épouse un Taïwanais et j'arrive à Taïwan avec un statut légal d'épouse, on me attribue un rôle qui est celui de l'épouse, de la femme, de la mère et de la belle-fille. Je me retrouve, moi, non, mais ces femmes, quelque peu coincées au sein de leur famille, au sein de leur maison, en travaillant gratuitement, en performant du travail reproductif non rémunéré, où elles s'occupent des enfants, des beaux-parents et des maris, dans des situations voilà, de contraintes assez fortes par moment.
Il y a eu des femmes qui s'en fichaient complètement des restrictions concernant le travail et qui allaient chercher des petits travaux, des petits boulots au black, hein, des petits travaux sans contrat, chose qui était tout à fait possible dans des marchés de rue, dans des petits restaurants, dans des petits stands. Mais là aussi, situation de travail assez compliquée, très précaire, très mal payée, où elles subissaient dans certains cas des formes de violence de la part de leurs employeurs. Et puis toujours la contrainte de devoir rentrer à la maison à temps pour faire à manger, pour attendre le mari, pour donner un bain aux beaux-parents, ce que je vous ai raconté tout à l'heure avec Foutine, pour aller chercher les enfants à l'école. Donc voilà, l'articulation entre le travail productif et le travail reproductif, un travail productif qui par moment est interdit ou qui pendant un moment est interdit, et ces devoirs de mère, de femme et de belle-fille à la maison rendent voilà, l'arrivée de ces femmes à Taïwan extrêmement difficile et extrêmement frustrante pour elles. De plus, il faut mentionner que ce que je vous disais tout à l'heure, cet antagonisme entre la Chine et Taïwan, un antagonisme politique de longue date, fait de sorte que globalement, les Chinoises, notamment si elles ont un fort accent rural, elles ne sont pas cultivées, elles n'ont pas un niveau d'éducation particulièrement élevé, ne soient pas très bien vues dans l'espace public. Elles me racontaient souvent que les Taïwanais kambutsi, donc les regardaient du haut en bas, parce que dès qu'elles commençaient à parler, on comprenait que c'était des Chinoises. En chinois, il y a un mot qui n'est pas très sympathique, qui est souvent utilisé à Taïwan pour décrire ses épouses migrantes, et c'est le mot Talumei. Donc, Talu, c'est le continent, et Mei, c'est la Mei, la petite sœur, la petite femme non mariée. Le problème, c'est que le mot Talumei en mandarin est homophone d'un mot en dialecte taïwanais, en taïyu, qui est un type de salade. Donc, je vous laisse imaginer combien de fois on m'a raconté que ces femmes allaient au marché pour acheter des fruits et des légumes et on leur balançait des salades sur la tête en disant « achète-toi une salade, salade ». Achète-toi une talumei, talumei. Donc, voilà, vous comprenez le contexte d'installation à Taïwan. Cependant, ces femmes, elles sont, assez astucieuses. C'est des femmes qui ont développé des répertoires de ressources, de compétences, de connaissances en se déplaçant en Chine avant. Elles ont travaillé dans les usines, dans des situations de travail extrêmement dures, extrêmement précaires. Elles ont toujours quelque peu trouvé des solutions pour faire face aux situations de contraintes et aux obstacles qu'elles pouvaient rencontrer sur leur route et pendant leurs expériences migratoires. Ce ne sont pas des femmes complètement démunies comme la plupart des migrants et comme la plupart des acteurs des migrations. Bien sûr, les répertoires de ressources sociales, économiques, morales, culturelles, émotionnelles varient. Il y a des femmes qui étaient capables de les mobiliser davantage, qui avaient plus de capacité à se débrouiller et à faire face au quotidien que d'autres. Mais ne voyons pas ces femmes comme des sujets passifs qui subissent la violence d'un régime migratoire et d'un contexte familial et professionnel surplombant et discriminant. Non, malgré les contraintes, malgré les obstacles, il y a la possibilité pour négocier, au moins à un certain niveau, des routes de sortie plus ou moins temporaires, plus ou moins efficaces. Imaginez des femmes qui restent à la maison, qui s'occupent de leurs parents, de leurs beaux-parents, de leurs enfants, et qui se sont notamment mauditement seules. Elles ne sortent pas de la maison, elles n'ont pas d'amis, elles connaissent personne. Elles ont du mal à parler taïwanais. Les seules interactions qu'elles ont, c'est avec les beaux-parents, les enfants et leur mari. Et parfois, par moments, avec leur employeur qui les traite mal. Qu'est-ce qu'elles font? Elles font ce que nous tous faisons aujourd'hui. Elles prennent leur portable et elles commencent à se débrouiller un peu pour voir si en ligne, elles peuvent rencontrer des amis. Je vous ai parlé tout à l'heure de cette magique plateforme WeChat. Je fais la pub parce que vraiment, WeChat, c'est un univers, c'est un paradis. En fait, WeChat, c'est mieux que Tinder. Ça peut même être Tinder. En fait, ça permet de rencontrer des gens. Il y a deux options pour rencontrer des gens avec WeChat. Donc, soit on sait où
littéralement le téléphone. Et en secouant le téléphone, on peut voir à distance de kilomètres s'il y a d'autres personnes qui secouent leur téléphone aussi. Soit on peut écrire des mots-clés, type femme chinoise à Taipei, sœur chinoise, copine chinoise dans le quartier de Banqiao, de Nangan, je ne sais pas quoi, pour voir s'il y a les gens à côté. Et bien, elles s'ajoutent. Et elles commencent à discuter. Je veux dire, les premières interactions et les premières formes de socialité en ligne sont quelque peu banales. Et pourtant, cela peut mener à des liens qui sont forts, de liens faibles aux liens forts assez rapidement. Je vous ai dit de plus que WeChat n'est pas du tout une application utilisée par les Taïwanais. C'est une application chinoise. Donc, ces femmes, elles étaient quelque peu sûres que dans la mesure où elles s'écoulent en portable, elles vont voir d'autres Chinoises, elles vont trouver d'autres Chinoises qui sont à côté d'elles. Et donc, c'est un peu comme ça que les premières interactions, elles se font. On s'ajoute, on s'envoie un petit message, t'habites où, tu fais quoi? Ah, bah là, moi, je suis en train de repasser le linge de mon mari. Ah, bah moi, je lave les assiettes. Ah, bah est-ce que ça t'est dit qu'on se rencontre? Ah, bah on peut se rencontrer, mais tu sais, moi, ça fait 2 ans que je suis ici. Je fais partie d'un groupe que nous avons créé, des sœurs chinoises à Taipei, des sœurs taïwanaises à Hsinchu, des sœurs taïwanaises, des sœurs sichuanaises à Hsinchu. Et elles s'ajoutent mutuellement. Et c'est à travers des discussions de 2 personnes ou des discussions de groupe qu'elles ont la possibilité de rencontrer plus de monde. Et ces groupes, c'est extrêmement intéressant parce que deviennent des espaces virtuels, digitaux, dématérialisés, où elles partagent leurs expériences quotidiennes, mais elles se donnent aussi des conseils sur le divorce, sur la, je sais pas, la garde des enfants, l'école pour les enfants, ou acheter des produits chinois dans le quartier, ou aller chercher du travail, la paperasse administrative. Tu vois, ce sont des groupes dématérialisés où, à partir d'interactions banales, se produisent des formes de solidarité qui sont quelque peu banalisées progressivement et qui se font au quotidien. Il est très intéressant de voir toujours comment les interactions commencent. Elles commencent par des discours qui sont très affectifs et qui sont très émotionnels. Aujourd'hui, je suis triste, la Chine me manque, je suis déprimée parce que ma mère est tombée malade, je suis frustrée parce que je n'ai pas assez d'argent à envoyer à ma grand-mère. Et donc, c'est un peu par empathie et par, constitution de petits destins collectifs ou de situations de forte empathie, ou au moins que les interactions se développent, parce qu'elles se rendent compte que finalement, elles ont à peu près les mêmes expériences migratoires, elles ont à peu près vécu les mêmes difficultés et les mêmes obstacles dans l'installation à Taïwan, et que voilà, elles font partie d'une mutualité de sœurs chinoises qui se retrouvent dans ces groupes en ligne, qui progressivement ne deviennent pas seulement des espaces de socialité, d'interaction et de solidarité, mais qui peuvent être transformés, construits en tant qu'espaces commerciaux pour développer du commerce et du business. Et je vais vous raconter comment. En prenant l'exemple de Ai Hua. Ai Hua est une femme chinoise qui travaille à Taïwan. Elle vient du Hunan, elle s'est déplacée dans la ville de Shenzhen, que je vous ai mentionné tout à l'heure aussi, où elle a travaillé dans les usines. Elle était une factory girl, une de ces dagomées, une prolétaire autour de la chaîne de montage, mais elle n'était pas du tout contente. Elle m'a raconté que depuis qu'elle avait 16-17 ans, elle avait une seule obsession dans la vie, c'était faire de l'argent et devenir une laobanyan, comme on dit en chinois, une boss. Elle voulait plus vendre sa main-d'œuvre aux autres, elle voulait devenir la boss de soi-même. Et ça, c'est un discours extrêmement récurrent chez Ai Hua. Dans l'usine taïwanaise, elle rencontre son futur mari, elle migre à Taïwan et elle accouche. Elle passe du temps à Taïwan, elle a du mal à trouver du travail, elle s'occupe de sa belle-mère, elle n'est pas contente. Et elle cherche effectivement des petites solutions pour se faire de l'argent et pour développer effectivement son ambition de devenir une laobanyan, de devenir une boss, de faire son propre commerce, de pouvoir gagner son propre argent sans avoir à vendre sa main-d'œuvre à qui que ce soit.
Et qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle se souvient que quand elle habitait à Shenzhen, elle avait rencontré son mari. À l'époque, ils n'étaient pas encore mariés. Son mari était un manager d'une grande boîte taïwanaise et il faisait souvent des business trips. Donc, il se déplaçait souvent à Taïwan et puis il revenait en Chine et elle était là. Elle travaillait encore à l'usine. Et elle se souvient que chaque fois que son mari rentrait de Taïwan, il lui faisait la cour, forcément, donc il lui ramenait des petits cadeaux de Taïwan. Des petits cadeaux qui étaient des pineapple cakes, du thé, des petits cosmétiques, des produits de beauté. Et elle se souvient aussi qu'elle avait tout un tas d'amis, de travailleuses migrantes aussi, ou des femmes qui habitaient à Shenzhen comme elle, des Chinoises, qui lui disaient, en fait, tu vois, ton mari va à Taïwan, tu ne veux pas lui demander de ramener des choses pour nous aussi, on les lui paye. Et qu'est-ce qu'elle voulait, ces femmes? À l'époque, elles voulaient du lait en poudre. Or, vous savez bien qu'en Chine, le lait en poudre est un produit un peu délicat et un peu problématique. Il y a eu énormément de scandales de bébés morts. Il y a eu beaucoup de monde qui est tombé malade à cause de la mauvaise qualité de ce lait en poudre, alors que le lait en poudre taïwanais, ça coûte beaucoup moins cher et il est de meilleure qualité. Et donc, son mari, en cachette, parce que ce n'est pas évident de ramener des grosses quantités de certains produits de Taïwan à la Chine, il cachait quelques boîtes de lait en poudre et les ramenait de Taïwan à Shenzhen. Ai Hua les récupérait et les redistribuait à ses sœurs. Et à ce moment-là, après quelques mois, elle avait commencé déjà à se faire une toute petite marche parce que le lait en poudre coûtait X et elle le revendait à Y en gagnant, pas énormément, mais un tout petit peu d'argent sur chaque boîte qu'elle avait revendue. Et donc, elle s'est dit, maintenant, c'est moi qui suis à Taïwan, je peux faire la même chose. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle commence à prendre contact avec, elle fait jouer son réseau, elle reprend contact avec ses amis à travers WeChat très facilement, avec ses anciens collègues, avec les réseaux de travailleurs migrants. Qui veut du lait en poudre? Passez-moi les ordres. Elle commence à recevoir énormément d'ordres. Par contre, Ai Hua, elle a un petit problème parce qu'à l'époque, son mari se déplaçait facilement de la Chine à Taïwan, alors qu'elle, elle est plutôt immobile. En plus, à l'époque, elle travaillait aussi au marché de rue, elle vendait des fruits. Et elle devait s'occuper de sa fille et de sa belle-mère. Et donc, elle commence à s'interroger sur la manière de transporter effectivement ce lait en poudre vers la Chine. Et un jour, en discutant avec une de ses anciennes collègues de travail qui, entre-temps, avait un peu grimpé dans la hiérarchie industrielle, elle trouve la solution. Sa collègue lui donne le contact de quelqu'un qui travaille pour une compagnie de transport à Taipei et qui, justement, transporte un certain nombre de produits de la poste, normalement, des colis normaux entre la Chine et Taïwan. Elle prend contact avec ce monsieur, elle commence à négocier. Elle lui dit, écoute, moi, j'ai besoin que tu transportes ces quantités-là de lait en poudre. Je sais que c'est risqué, je sais qu'il y a des contraintes, je sais qu'il y a des restrictions d'import-export. Je te donne plus d'argent. Est-ce que tu prends le risque? Oui. Affaire conclue. Ce monsieur, la compagnie de transport, la shipping company, right, commence à déplacer plus de quantités de lait en poudre. Ai Hua est à Taïwan, mais elle a son WeChat. WeChat ne permet pas seulement de rencontrer les gens à côté, mais permet aussi de transférer de l'argent. Il y a un mécanisme qui s'appelle le Red Envelope, le Hongbao, l'enveloppe rouge, qui permet d'envoyer de l'argent. Cet argent, cependant, est connecté à des comptes en banque qui ne sont pas taïwanais. Ce sont des comptes en banque chinois. Donc, en fait, Ai Hua recevait de l'argent de la part des gens qui étaient en Chine sur son compte en banque qui était toujours chinois. Et quand elle devait, par exemple, rembourser de l'argent, pareil, elle utilisait son compte chinois pour revirer de l'argent vers ses sœurs, vers ses amis, vers son réseau en Chine. Cet argent restait donc invisible aux yeux de la fiscalité taïwanaise et restait donc non imposable. Ai Hua n'avait pas à déclarer le commerce qu'elle faisait. Et elle avait beaucoup plus de facilité à dépasser ces restrictions commerciales parce que finalement, à part la compagnie de transport, personne ne savait que ces transactions étaient en train d'être passées. Là, c'est assez marrant parce que Ai Hua, elle a une fille, elle ne savait pas trop quoi en faire. Et donc, en se baladant à Taipei, elle ramenait sa fille avec elle. Donc, vous voyez dans la poussette les boîtes prêtes à être envoyées en Chine et sa fille
portent aussi les boîtes. Et ça, c'est un mécanisme. Donc, c'est pour vous montrer le fonctionnement de ces enveloppes rouges. Donc, Aihua parle avec quelqu'un qui est au Jiangxi, qui a une province chinoise, et qui transfère des enveloppes rouges. Donc, vous voyez, elle s'envoie à 500 kuai renminbi. Donc, là aussi, c'est encore la value chinoise. Les transactions ne se passent pas en Taibi, qui sont les nouveaux dollars taïwanais. Et Aihua en accuse la réception. Je vous ai dit, il est en poudre, mais souvenez-vous que quand je suis arrivée dans les magasins de soutien-gorge, justement, de Fujin, il n'y avait pas que du lait en poudre. Il y avait de la lingerie, il y avait des cosmétiques, il y avait des pâtes de poulet, il y avait des épices sichuanaises. Ce commerce ne continuait que d'être réinventé et réimaginé par ces femmes en fonction de la structure de l'offre et de la demande sur le marché chinois et sur le marché taïwanais, de la demande concrète de leurs clientes en Chine et de leurs sœurs chinoises à Taïwan. Je veux dire, le commerce marche des deux côtés. Ces femmes achètent des produits à Taïwan et elles les renvoient en faisant jouer leur réseau vers la Chine, mais elles importent également des produits chinois qu'elles revendent à travers les groupes WeChat aux sœurs chinoises qu'elles ont pu rencontrer. Les sœurs chinoises deviennent donc des clientes, quelque peu, et des partenaires commerciaux. J'étais vraiment très surprise de constater l'inutilité à mes yeux des produits que ces femmes commercialisaient. Je veux dire, moi, je me souviens, quand j'étais en France, notamment, des amis chinois ou les collègues chinois en Chine me demandaient tout le temps de ramener d'Italie ou de France des produits qui étaient des Legos, notamment des sacs Louis Vuitton, des montres. Personne ne m'a jamais dit être intéressé par des épices sichuanaises ou par des pâtes de poulet épicées, alors que là, c'était le cas. Et j'étais extrêmement curieuse par ces marchandises. Donc, j'interrogeais les femmes et je demandais, mais pourquoi vous vous cassez la tête en prenant des risques d'amende, en passant des transactions en ligne cachées pour importer des pâtes de poulet faites par votre grand-mère dans la campagne au fin fond de la Chine vers Taïwan? Et la réponse était pour dépasser la solitude, pour dépasser la mélancolie, pour dépasser ce sentiment de frustration et d'abandon et de nostalgie que j'ai ici. On sait que dans certains cas, effectivement, les objets et le commerce ont cette dimension, notamment en contexte migratoire, affective forte. Il y a Manuel Orozco qui avait analysé notamment le nostalgic trade des Salvadoriens aux États-Unis, donc la manière dont ils importaient des produits qui avaient ce taste of home, donc ce goût authentique, originaire. Mais là, il y avait cette dimension-là, mais ce n'était pas tout. Il n'y avait pas que la nostalgie. La nostalgie, le souvenir de l'enfance, les mémoires de la jeunesse, de la grand-mère qui produisait des pâtes de poulet épicées homemade, étaient présents, mais il y avait quelque chose d'autre. Et c'est à partir de ça que j'ai commencé à m'interroger sur le lien qu'on pouvait avoir entre ces émotions et l'action économique, notamment entrepreneuriale, dans la construction de marchés quelque peu digitaux et transnationaux, où les femmes étaient prêtes à prendre des risques dans les processus d'import-export de ces produits. Les marchandises étaient insolites, elles étaient de faible valeur. Et ce qui était extrêmement intéressant, c'est que dans certains cas, on retrouvait aussi des cosmétiques, on retrouvait ces soutiens-gorge, on retrouvait de la lingerie, on retrouvait des produits textiles, exactement ceux que les femmes avaient auparavant produits dans les usines, comme le soutien-gorge. Et donc là, vraiment, l'énigme pour moi était absolument infinie. En fait, c'est comme si les expériences de travail industriel à l'usine auparavant se juxtaposaient un peu avec les nouvelles compétences entrepreneuriales que ces femmes avaient développées à Taïwan.
quelque peu leur commerce digital récalquait les processus de production industrielle et notamment de transport globalisé sur des chaînes de production globalisées qu'elles avaient pu apprendre, observer au moins auparavant quand elles travaillaient à l'usine et que réappliquer à travers des nouveaux mécanismes et de développement d'une clientèle et d'exploration d'un marché et de mise en place concrète à travers les applis des transactions. Et donc, j'ai interrogé Aïwa et j'ai dit, mais comment ça se fait que au-delà de, tu avais le souvenir de ton mari qui importait le lait en poudre, mais comment est-ce que tu es arrivé ensuite à développer ce commerce qui va au-delà du lait en poudre et où tu importes et exportes tout un tas de produits qui incluent aussi notamment des produits textiles et électroniques qu'elle avait produits auparavant à l'usine. Et à moi, elle m'a répondu, elle m'a dit, écoute, moi, je travaillais à l'usine, à l'époque, c'était une usine électronique, j'assemblais des pièces, et puis les pièces, elles partaient dans des boîtes, et moi, je voyais les cargos, en fait, depuis la fenêtre de l'usine qui s'approchaient du port pour, voilà, déplacer ces boîtes sur des containers qui allaient partir vers vos marchés européens, vos marchés américains, les marchés sud-est asiatiques. Moi, je sais qu'il y avait toutes des dynamiques de transport très complexes qui permettent de tout faire pour nous, sauf que je n'en connaissais pas le fonctionnement. Et c'est un peu, justement, en remobilisant ces répertoires de connaissances qu'elle avait appris à l'usine auparavant et en les juxtaposant avec les nouveaux réseaux et les nouvelles compétences quelque peu digitales de commerce à Taïwan, qu'elle a pu développer ces circuits économiques transnationaux et digitalisés. Je vais vous montrer des cartes pour vous montrer véritablement le cheminement des marchandises en lien avec les émotions. Et moi, j'ai trouvé vraiment fascinant comment d'ouvrières industrielles, ces femmes devenaient des entrepreneuses connectées. Et j'ai cherché un peu à qualifier ce business qui avait une forte dimension émotionnelle, qui soutenait le développement de l'entrepreneuriat en soi, mais qui aussi qui permettait l'émergence de nouvelles émotions auprès de ces femmes qui dépassaient justement la solitude, la nostalgie, la frustration à Taïwan à travers ce business. J'ai essayé de qualifier ce petit commerce. J'ai trouvé une solution temporaire, peut-être elle changera. J'ai appelé cela un petit capitalisme émotionnel pour montrer comment, justement, à partir des pratiques du grand capitalisme et des chaînes de distribution globalisées qu'elles avaient pu observer auparavant, elles arrivent à en reformuler des manières nouvelles en mobilisant et les émotions et leur petit réseau de clients et de partenaires commerciaux en ligne avec les applications digitales, notamment en prenant des risques dans la mesure où les processus d'import-export sont interdits ou sont extrêmement restreints. Donc, dans le cas de ce petit capitalisme émotionnel où les émotions jouent un rôle important, j'ai identifié 3 circuits pour pouvoir décrire justement le cheminement des marchandises entre la Chine et Taïwan. Il y a des circuits de la mélancolie, effectivement, qui caractérisent le cheminement des produits importés de la Chine à Taïwan, qui se déplacent des campagnes d'où ces femmes vivent jusqu'aux villes chinoises où ils sont récupérés par les anciens réseaux de collègues et des travailleurs migrants de ces femmes qui les aident à travers les compagnies de transport, mais aussi des trafiquants et aussi des guides touristiques à arriver à Taïwan. Donc là, on parle de produits traditionnels, on parle de cet authentic taste, des food provisions, de la nourriture, notamment les pâtes de poulet, les épices, les petites choses à manger produites par la grand-mère. Ensuite, nous avons ce que j'ai appelé, et encore temporairement peut-être, des circuits de la responsabilité. Et ce sont justement les circuits qui vont de Taïwan vers la Chine, où ces femmes commercialisent du lait en poudre, mais aussi des médicaments qu'elles font arriver au début aux villes chinoises, qu'elles envoient de Taipei vers Shenzhen ou Xiamen, où à nouveau ces réseaux de travailleurs migrants et d'anciens collègues
les récupèrent pour ensuite les redistribuer vers les campagnes. Et qu'est-ce qu'on a là? Je vous ai dit, lait en poudre et médicaments, parce que ces femmes ont un souci, elles se soucient, elles s'inquiètent pour leurs parents qui deviennent vieux et qui pourraient vouloir bénéficier de médecine et de médicaments, notamment taïwanais de meilleure qualité. Et pareil pour le lait en poudre, elles s'inquiètent pour les enfants de leurs amis sur place, mais aussi pour leur grand-mère qui n'a plus de dents et qui peut boire que du lait en poudre, qu'elles font donc arriver vers les campagnes. Et puis, il y a ces circuits de l'ambition. Les circuits de l'ambition sont les circuits des soutiens-gorge, de la lingerie, des cosmétiques qui sont à la fois importés de Chine vers Taïwan et qui arrivent pile des usines où ces femmes avaient travaillé auparavant jusqu'à Taïwan et qui vont également de Taïwan vers la Chine. Et là, on a tout un tas de produits qui incarnent justement cette modernité rêvée et quelque peu inaccessible en Chine, mais qui devient partiellement ou peut-être juste temporairement accessible une fois que ces femmes arrivent à Taïwan. Donc, nous avons la fameuse lingerie, mais aussi des cosmétiques, des masques pour le visage, du vernis à ongles, des sacs un peu fancy, des vêtements à la mode qui arrivent de Chine vers Taïwan et qui sont revendus dans les groupes WeChat ou qui sont envoyés de Taïwan vers la Chine et revendus par les réseaux locaux de ces femmes. Donc là, vous voyez un peu les trois types de circuits, de Taïwan vers la Chine et puis de la vie chinoise à nouveau vers les campagnes, l'inverse, des campagnes vers les villes chinoises et puis jusqu'à Taïwan. Mais en fait, on se rend compte que l'identification de ces circuits est partielle, est imparfaite, est temporaire, les produits varient, les réseaux varient, les expériences des femmes varient, les mobilités varient. Elle pourrait être ici aujourd'hui, elle pourrait se déplacer ailleurs demain et à partir de cet ailleurs, refaire la même chose ou refaire quelque chose de différent. Et de plus, identifier une cartographie de ces genres reste quelque peu une approche imprécise, imparfaite et non finie, parce que finalement, on parle de femmes qui sont connectées tout le temps et qui font partir des circuits simultanés en discutant avec des gens, en envoyant de l'argent, en recevant de l'argent, en prenant contact avec des clients, des compagnies de transport, des passeurs, des trafiquants, des réseaux qui sont en Chine, à Taïwan et qui, dans la simultanéité des interactions en ligne et sociales et économiques ou commerciales, sont tous interconnectés à la fois. Donc, je pense qu'un dessin un peu plus compliqué comme ça pourrait un peu mieux représenter une situation qui est complexe, extrêmement mutable et extrêmement fluide. Je voulais vous raconter juste une dernière histoire, si j'ai le temps. En parlant justement des restrictions d'import-export et de la manière dont ces marchandises émotionnelles sont quelque peu interdites et des marchés sont quelque peu contestés dans la mesure où celles-ci circulent de manière invisible, je me suis retrouvée dans cet espace qui était un garage sur l'île de Jinmen, une île taïwanaise qui se trouve justement entre la Chine et Taïwan. Et j'étais amenée là par deux femmes qui avaient un contact sur place avec une autre chinoise qui avait épousé un Taïwanais qui habitait là-bas et qui gérait ce garage. En fait, dans ce garage étaient stockés tout un tas de produits qui se déplaçaient de Taïwan vers la Chine et qui étaient importés de la Chine vers Taïwan et qui avaient besoin de trouver un moyen de transport qui était bloqué à cause des contrôles frontaliers ou douaniers et qui avaient besoin d'un passeur ou de quelqu'un qui les aide dans le cheminement ultérieur. Et j'étais absolument surprise parce que ce garage se trouve en dehors de la ville, à côté du port. Et c'est un endroit tout à fait fascinant. À l'intérieur, il y a plein de colis, il y a des sortes d'étagères où sont écrites les destinations. Et puis, il y a aussi des étagères qui appartiennent à des gens où, justement, les produits sont stockés. Et la chose la plus fascinante, c'est qu'il y avait des produits qui appartenaient à ces femmes migrantes, mais il y avait aussi tout un tas de produits de contrebande qui venaient de Chine, qui étaient des produits fake, qui étaient des sacs Louis Vuitton et North Face de contrefaçon. Il y avait des jerrycans, des grosses, comment on appelle ça, des grosses containers avec de l'alcool, pareil. Il y avait des animaux.
Et moi, dans cet espace, je me suis vraiment rendu compte de ce que je vous ai raconté tout à l'heure, de cette juxtaposition entre une globalisation par le haut et une globalisation par le bas, entre ces chaînes de production globalisées et de distribution qui partent des usines vers nos H&M et Zara étrangers, et le petit commerce quelque peu visible et caché par des migrantes. On avait le lait en poudre, mais on avait aussi ces produits de contrefaçon qu'on vend très cher sur nos marchés en les faisant passer comme étant originaux. Et c'est là véritablement que je me suis rendu compte, en fait, est-ce qu'on peut vraiment séparer ces produits? Est-ce qu'on peut vraiment séparer des marchandises insolites et à faible valeur qui ont une valeur justement émotionnelle et qui sont commercialisées par ces migrantes et les produits de la grande distribution globalisée? Est-ce qu'on peut vraiment séparer, oui, une globalisation, mais aussi un capitalisme produit par la haute finance et des capitalismes plus discrets, moins visibles, mais non pas moins importants et moins légitimes, tel que celui inspiré de la grande distribution et qui est produit au quotidien par ces femmes en ligne et hors ligne à travers des réseaux multisitués dans des espaces transnationaux pour faire face justement à des situations de contraintes et de précarité et prendre leur place non seulement dans la société d'accueil, mais aussi sur des marchés qui sont quelque peu transnationaux et dans des espaces mouvants et fluide, certainement. Il s'agit là, à travers ces circuits, à travers ce garage caché à Tinmen, à travers les transactions cachées en ligne, à travers les réseaux de solidarité, à travers les trafiquants, les guides touristiques, les gérants des compagnies de transport, d'imaginer celles qui sont des géographies commerciales, digitales et quelque peu émotionnelles de la globalisation. Une globalisation qui prend des formes différentes, une globalisation qui change, une globalisation qui peut prendre des formes multiples et fluides, mais qui sont toutes dotées d'une même légitimité quelque peu ontologique, presque. Je pense que je vais m'en tenir là. J'ai beaucoup parlé.